Bonjour à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Amiral, merci d'être avec moi, avec nous ce matin, cher Jean-Louis. Alors, vous avez été commandant de sous-marin nucléaire et vous avez aussi, je crois, dirigé les forces maritimes dans le Pacifique. Donc là, je crois qu'on est assez éloigné de la santé. Le thème d'aujourd'hui, de CHAM, ces 2 jours, c'est performance et qualité. Et grâce à Guy, nous avons 15 minutes pour parler de la force de l'équipage. Alors moi, quand on m'a dit la force de l'équipage, je me suis demandé s'il n'y avait pas une dimension un peu baudelairienne ou si c'était Lamartine, je ne savais pas très bien. C'était un peu éloigné du thème. C'est bien, ça va vous faire une petite plongée de 15 minutes un peu différente. Mais en fait, ce n'est pas si différent ça, parce que la force de l'équipage, c'est assez romantique et beau, mais en fait, on va être sur la performance et les qualités de l'équipage. C'est quand même assez évident que quand on est dans un sous-marin nucléaire pendant un certain nombre de jours, je crois 90 jours, je crois quand on a préparé un peu cet entretien, vous m'avez dit que votre femme disait 12 week-ends. Exactement. Voilà, donc on part on plongeait pendant un certain temps et on est avant, pendant et après l'opération. Je prends ce terme avec justesse parce que je crois que ça y ressemble. Et là, on ne va pas se planter, quoi. Il n'y a pas vraiment le choix, on ne peut pas débarquer quelqu'un au milieu parce qu'il n'est pas content. Donc je crois qu'on va pouvoir parler ensemble de la personnalité, la capacité à travailler ensemble, la formation d'une équipe. Je pense que c'est un facteur très important. Hier, justement, autour de l'Airbus, on a pu voir que l'IA pouvait aider fortement. Nous, on ne va pas vraiment être sur l'IA, là, on va être plutôt sur le facteur humain, le collectif. Et qu'est-ce qu'on peut tirer, quelles sont les corrélations possibles avec l'amélioration des soins en santé quand une équipe est construite pour être ultra performante et avoir les meilleures qualités, non seulement techniques, mais aussi humaines. Voilà, vous voyez quand même, il y a des liens qui sont forts. Alors, simplement, comme on a un peu de temps, ce que je vais vous demander avant tout, c'est qu'est-ce que c'est qu'un sous-marin nucléaire ? Parce que un Airbus A350, je crois que c'était celui-là hier, certains sont montés dedans. En tout cas, on est monté dans un avion. Moi, personnellement, le sous-marin nucléaire, je ne suis pas vraiment monté dedans. Et puis, dans le sous-marin tout court, d'ailleurs. Et je crois que c'est assez spécifique. Donc, pour replacer le contexte de cette équipe qui travaille pendant une centaine de jours complètement en autarcie, si vous pouvez nous expliquer ce que c'est, je pense qu'en tout cas, moi, je trouve ça assez fascinant. On va commencer comme les anglo-saxons par une petite blague de départ. C'est 2 sardines qui voient passer un sous-marin. Et la sardine dit à sa collègue « Tu as vu des hommes en boîte ?» Alors je suis là pour vous expliquer les détails de la boîte. Le sous-marin, c'est un vaisseau de combat avant tout, et c'est un vaisseau de combat qui navigue sous la mer à plusieurs centaines de mètres. C'est aussi un dirigeable qui fait du RASMOT. On parlait d'avion hier. Le sous-marin, ce n'est pas comme un avion. Le sous-marin, c'est comme un dirigeable parce que le sous-marin, c'est un plus léger que l'eau. Et il fait du RASMOT parce que les océans, ça a des profondeurs qui peuvent atteindre en moyenne 4-5 000 mètres, voire beaucoup plus. Et le sous-marin, il évolue à quelques centaines de mètres. Et pourquoi est-ce qu'il évolue à quelques centaines de mètres ? Tout simplement parce que tous les 10 mètres, ceux d'entre vous qui font de la plongée ici dans cette salle le savent, tous les 10 mètres, on prend une atmosphère de plus. C'est-à-dire que la pression ne cesse de s'accroître et elle s'accroît très vite. Donc quand vous êtes à 100 mètres, vous avez 10 fois la pression atmosphérique qui s'exerce sur la coque. Par conséquent, la coque va se contracter. Et quand vous êtes sur un gros sous-marin, même sur un petit d'ailleurs, au fur et à mesure que vous plongez, la coque se contracte et c'est visible. Vous allez aux toilettes, excusez ce détail, vous fermez la porte et puis le sous-marin plonge. Et à certaines immersions, ça devient difficile d'ouvrir la porte des toilettes parce que la cloison s'est comprimée et la porte est bloquée. On en a vu qui sont sortis par la chatière parce qu'ils n'arrivaient plus à ouvrir la porte et qu'il fallait attendre que le sous-marin remonte pour se dégager. Bon, on a corrigé un peu ça avec les différents travaux. On a réduit la hauteur des portes et maintenant tout va bien, je vous rassure. Mais voilà, ce genre de détails, donc, ce sont des notions extrêmement physiques. Une autre chose qui est capitale, c'est que le sous-marin, il est en permanence en train de voguer aux instruments. Il faut savoir que la lumière ne pénètre pas dans l'eau. Là encore, ceux d'entre vous qui ont fait de la plongée ont réalisé ça.
Même les jours les plus clairs en Méditerranée, c'est bien rare qu'on ait encore de la lumière à plus de 70 mètres d'immersion. Donc la lumière ne pénètre pas. Donc contrairement à Jules Verne, contrairement à 20 milieux sous les mers, le Nautilus n'a pas de hublot. Ça ne sert à rien, puisqu'on ne voit pas à quelques dizaines de mètres. Donc on n'a pas de hublot. On a un aquarium pour voir les poissons, mais on n'a pas de hublot. Donc ça, c'est la première chose. Les ondes électromagnétiques, d'une manière générale, à commencer donc par la lumière, ne se propagent pas dans l'eau. Les seules ondes qui se propagent, c'est le son. Donc nous sommes des aveugles qui se dirigent entièrement à l'oreille. Le son se propage dans l'eau, mais le son, il se propage d'une façon extrêmement capricieuse. Les ondes électromagnétiques, la radio, la vue, le radar, tout ça, ça se propage en ligne droite, alors que les ondes sonores, elles se propagent suivant des lignes qui sont des courbes, et la courbe change en fonction de la température de l'eau, de la salinité, de la pression. Bref, ce sont toujours des parcours très compliqués, difficiles à prévoir, même si aujourd'hui, les ordinateurs nous y aident de plus en plus. Donc vous avez des zones d'ombre dans l'eau. Et le boulot du sous-marinier, c'est d'utiliser ces zones d'ombre pour se cacher. En effet, le sous-marin nucléaire, le sous-marin, c'est un vaisseau de combat qui tente de s'approcher de sa cible sans être détecté. Et pour ne pas être détecté, il reste sous la mer. C'est pour ça que les narcotrafiquants utilisent des sous-marins pour transporter leurs si précieuses cargaisons, c'est parce que c'est extrêmement difficile à détecter. C'est pour ça que les Ukrainiens, pendant la guerre que nous vivons, ont utilisé des drones sous-marins pour attaquer, par exemple, le pont de Kerch, pour qu'on ne puisse pas les voir jusqu'à la dernière phase de leur approche. Donc, on va se cacher. Les saisons d'électromagnétique ne se propagent pas, donc pas de radar. Et quand on veut attaquer quelqu'un, eh bien, il va falloir sortir un mât et être indiscret. Et on va distinguer en France deux sortes de sous-marins, les sous-marins d'attaque et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. On appelle ça, dans notre jargon, les chasseurs et les bombardiers. Les chasseurs, ce sont les sous-marins nucléaires d'attaque. J'en ai commandé 2. C'est des sous-marins qui font à peu près 2500 tonnes. La France a le plus petit sous-marin nucléaire d'attaque au monde. Tout ce qui est petit est mignon, mais on aimerait bien qu'il soit un peu plus gros. Donc maintenant, la nouvelle génération, elle fera 2 fois ce tonnage. Elle va faire 5000 tonnes. Les 2 premiers sont à la mer. Le Suffren est déjà admis au service actif. Et le suivant, le Duguay-Trouin, fait ses essais. Donc voilà, le remplacement est en cours. On va avoir des bateaux plus gros. Et plus gros, pourquoi ? Plus gros parce que c'est plus silencieux. Il est plus facile d'isoler, de réduire le bruit quand on a plus d'espace. Et plus gros parce qu'on peut emporter plus d'armes. Ces sous-marins de genre nouveau vont être capables, comme leurs prédécesseurs, d'attaquer des bâtiments adverses avec des torpilles, comme dans Torpilles sous l'Atlantique, si vous avez déjà vu ce film, ou avec des missiles à changement de milieu, comme l'Exocet, qui a acquis ses heures de gloire pendant la guerre des Malouines. Mais ils vont aussi pouvoir embarquer un missile qui a fait la une des journaux il n'y a pas longtemps, c'est le missile Scalp, ou plutôt sa version sous-marine, qui sera un missile qu'on pourra tirer en plongée contre des objectifs terrestres, avec le même degré de précision que ce que vous avez pu découvrir à la télévision. Bon, ça veut dire qu'il y a un volume d'armes à emporter qui devient plus significatif, et donc il fallait grossir le sous-marin. Le sous-marin, il peut aussi projeter des hommes à terre. Il peut aussi participer à ce mode d'action. Ce sont essentiellement des forces spéciales. Certains d'entre vous ont peut-être lu les récits de la Seconde Guerre mondiale et savent que les opérations spéciales pour déposer ou récupérer des agents ou des saboteurs, souvent on emploie un sous-marin parce que l'adversaire ne le voit pas arriver. Et par conséquent, il aura cette capacité d'emport de nageurs de combat. Ce sont des gens qu'on met en place avec un propulseur sous-marin ou simplement les faisant palmer vers le rivage. Et après, on les récupère quand ils ont fini leurs opérations. Là encore, allez voir Le Chant du Loup. Et dans Le Chant du Loup, en particulier la bande-annonce, vous avez une superbe séquence qui décrit une opération spéciale de ce genre. Bon, voilà, ça c'est le chasseur. Moi, alors, on va peut-être s'arrêter juste au chasseur, sinon on ne va pas pouvoir être sur l'équipage. Donc moi, ce que je voulais, c'est passionnant, vraiment. Moi, je trouve que c'est dingue, en fait, c'est un truc de dingue. Mais bon, donc, mais comme on ne peut pas s'arrêter à quai et qu'il faut préparer, on comprend bien que le sous-marin sont des hommes, comment sont sélectionnés ces marins ? Parce qu'il y a une phase d'entraînement qui est très particulière.
il faut qu'ils travaillent ensemble pendant 90 jours et il faut que ça marche parfaitement. Alors la première règle, c'est qu'il faut que les gens soient tous volontaires. Nous n'avons que des volontaires à bord. Ce sont des jeunes gens, des jeunes hommes jusqu'à présent et des jeunes filles maintenant, puisque les nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque vont pouvoir embarquer des femmes. Et on pourra également mettre du même coup sur les SNLE, sur les bombardiers, comme je disais tout à l'heure. Donc ce sont des jeunes gens volontaires et qui vont subir une formation longue. La première chose, c'est une formation initiale, c'est-à-dire que dans la marine, il y a plus de 50 métiers et 1000 certificats différents. Dans les sous-marins, il y a à peu près une vingtaine de métiers et il y a à peu près quelques centaines de certificats. Mais donc, il y a une formation individuelle qui est donnée en école, qui est donnée dans des écoles pendant plusieurs mois. Ça peut être même une année scolaire complète pour les cours les plus compliqués. Donc ça, c'est la formation initiale. Les gens sont évalués. Cette formation, elle est donnée par des professionnels. Et à terme, il y a une évaluation qui dit on y va, on n'y va pas. Première condition. Deuxième condition, on les forme aussi sur le véhicule sous-marin. Puisque le sous-marin, comme je vous le disais, ça évolue dans un milieu hostile. Donc il va avoir des notions de sécurité poussées. Il faut bien connaître l'engin pour pouvoir accomplir des gestes de sécurité où qu'on soit et quel que soit son rôle. Et puis surtout, on va les mettre en équipe. Et là, c'est quand ils sont affectés sur un sous-marin, ils rallient un sous-marin au début d'une période d'entraînement. Dans cette période d'entraînement, ils vont se retrouver, ils vont être distingués dans différentes équipes. Il y a des équipes pour conduire le sous-marin, il y a des équipes pour détecter l'adversaire, il y a des équipes pour assurer la sécurité et la propulsion. À chaque fois, une équipe, à chaque fois un petit groupe d'hommes répartis dans le sous-marin. Et donc cette équipe, elle est capitale. On va la former sur des simulateurs. Et là, les gens sont observés par des gens qui ont effectué le même métier. On prend les meilleurs et c'est eux qui vont évaluer leurs pairs sur ces plateformes. Et là, on va essayer de monter la mayonnaise. C'est-à-dire que de faire en sorte que l'équipe s'entende, qu'elle soit cohérente, qu'elle ait la cohésion, que les gens connaissent les qualités et les défauts de chacun. On va vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité d'humeur. Au besoin, on va déplacer les gens d'une équipe à l'autre pour que quand le sous-marin arrive et qu'on va partir avec lui, l'équipe soit la plus cohérente, la plus efficace possible. Et on va répartir les compétences. S'il y a une équipe qui était un peu faible, on va transférer une personne d'une équipe à l'autre pour que cette équipe soit homogène. Il faut que les 3 tiers soient homogènes, parce qu'on navigue par tiers pour assurer une permanence, les 3-8, ou on navigue par bordée quand les opérations sont beaucoup plus compliquées, et là c'est 6 heures, 6 heures, 6 heures, 6 heures, donc la moitié de l'équipage à chaque fois. Mais il faut que dans toutes ces formules, les équipes s'entendent, sachent les capacités de chacun, sachent jusqu'où on peut faire confiance à l'autre. On crée un esprit d'équipe. On dit que l'esprit d'équipage, c'est l'esprit d'équipe, mais le match dure des semaines. Il peut même durer des mois. Donc vous voyez qu'il faut que ces équipes, elles durent, elles endurent. Ça, c'est extraordinairement important. Et le fondement, c'est la compétence. Et puis il y a la vie à bord. La vie à bord, le fondement, c'est le respect de l'autre. C'est respecter son corps, c'est-à-dire ne pas le bousculer, ne pas le respecter là où il se trouve, respecter son repos, le respecter quand il mange. C'est respecter ses opinions, respecter sa religion, respecter sa philosophie. Un exemple, à bord, on ne parle pas de politique avant le fromage, parce que ça pourrait fâcher. Il y a d'autres sujets qu'on n'aborde pas non plus avant le fromage, comme l'avancement par exemple. Mais c'est aussi ça qui est extrêmement important, faire attention à l'autre et l'écouter, et faire attention à l'autre jusqu'à essayer de percevoir ses mouvements d'humeur. On ne peut pas, comme vous l'avez dit, jeter quelqu'un par-dessus bord parce qu'il est devenu irrespirable. Il va falloir qu'on fasse avec lui pendant toute la marée. Par conséquent, on va prendre soin de lui. Et quand les gens ont un coup de mou, ce qui arrive, eh bien les autres vont le distraire, vont l'inviter à un jeu de cartes, vont éviter qu'il se calfeutre, qu'il se bloque dans son coin. On observe en particulier les gens qui sautent les repas ou qui prennent du retard pour les relèves de quart. Ce sont des indices. Et à ce moment-là, on va les sortir de leur coquille pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'on puisse se libérer par la parole. C'est ça qui est extrêmement important. Merci beaucoup, on est exactement dans le timing. Donc je pense qu'on a bien compris l'importance du collectif, du facteur humain mais collectif, et on va, je pense, pouvoir y réfléchir dans la construction de notre système de santé. La cohésion, c'est la confiance et le respect. Ça change le digital.